Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous, c'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois sur Médien TV. Alors notre sommaire pour ce matin, en hiver, beaucoup de personnes se plaignent d'une baisse de morale. Simple déprime ou véritable dépression. Par la suite, nous aborderons un véritable fléau qui touche les écoles, le harcèlement entre les enfants. Pour la rubrique On a testé pour vous, la rédaction vous invite à en savoir un peu plus sur les formations au premier secours. Et puis pour finir, nous poserons cette question, y a-t-il un lien entre mode de vie et stérilité? Bienvenue à vous, merci d'avoir choisi Médien TV. Et on se dit tout, on va se dire beaucoup de choses. À tout de suite. Merci à vous pour votre confiance. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. Je suis très heureuse d'accueillir mes invités qui ont accepté de faire l'émission avec moi ce matin pour vous justement. Alors je reçois Camélia Zakaria. Bonjour Camélia. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois et merci au nom des téléspectateurs. Vous êtes psychologue clinicienne et avec vous cette différence entre déprime et dépression. Nous allons faire le point dans quelques instants. Il y a Amel Hassoun aussi avec nous. Bonjour Amel, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous retrouver et surtout pour ce sujet, prévenir le harcèlement scolaire, est-ce qu'on peut le faire? Eh bien, nous allons en parler avec vous. C'est vraiment un sujet d'actualité à l'international de nos jours et notamment dans nos écoles à nous. Vous êtes coach scolaire et spécialiste de la discipline positive. On va en parler dans un petit moment. À côté de vous, le professeur Omar Sfreoui. Bonjour professeur. Bonjour, merci madame. beaucoup de nous faire le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Et au nom des téléspectateurs, je vous remercie chaleureusement d'être là. Vous êtes gynécologue et avec vous aujourd'hui le point sur l'infertilité. Y a-t-il des causes liées à notre mode de vie moderne responsable d'infertilité? Eh bien, nous en parlerons dans un petit moment avec vous également. Et puis, Atman, notre testeur de l'émission, va tester pour nous aujourd'hui quelque chose qui nous semblait essentiel dans la rédaction, c'est la formation au premier secours. Alors il y a une association, notamment à Casablanca, qui fait ça, les premiers secours. Pourquoi? Les besoins d'avoir les gestes essentiels pour sauver des vies. Donc il va tester pour nous le concept de cette association et on va regarder ça tout à l'heure. Donc pour l'heure, on fait quoi? On parle de dépression ou de déprime. On parle avec vous, Camélia Zakaria. Vous êtes psychologue clinicienne. Merci beaucoup d'être là. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite définition s'impose. Nos équipes ont préparé des explications scientifiques. On regarde et on revient en plateau. À tout de suite. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la dépression affecte plus de 350 millions de personnes dans le monde. Elle touche tous les âges et toutes les classes sociales. Ces symptômes restent mal identifiés. En effet, la dépression est souvent confondue avec la dépression saisonnière. La principale différence avec un épisode dépressif classique concerne les symptômes somatiques. Dans la dépression classique, on retrouve une perte d'appétit avec perte de poids ainsi qu'une diminution considérable de la durée de sommeil. Alors que dans la dépression saisonnière, on retrouve au contraire une augmentation de l'appétit avec une envie soudaine pour le sucre, une prise de poids, ainsi qu'une tendance à vouloir rester au fond de son lit. La dépression saisonnière est un type de dépression qui apparaît au même moment chaque année. En général, les symptômes débutent à l'automne et diminuent au fur et à mesure du changement de saison et de l'augmentation de la lumière. Ce manque de soleil et de luminosité occasionne une diminution de la production de la sérotonine, un neurotransmetteur du cerveau qui a le rôle de nous maintenir en éveil et de moduler l'humeur. Ce n'est pas pour rien qu'on dit par analogie, avec le soleil, que notre humeur est au beau fixe. Quand la frontière est mal définie, il est nécessaire de consulter un spécialiste qui sera le plus à même de faire la différence entre dépression et dépression saisonnière. Et c'est pour ça que notre spécialiste est là avec nous pour en parler sur le plateau. Camélia Zakaria, alors d'abord, dites-nous, c'est normal d'être, on va dire, moins en forme en hiver? Oui, c'est normal aussi de passer par une palette d'émotions et de sentiments, allant des sentiments les plus tristes jusqu'aux plus optimistes. Donc oui, vous l'avez très bien dit dans votre introduction, il y aurait un rapport entre la luminosité, justement, et notre humeur. Des études ont été faites aussi bien aux États-Unis, mais surtout dans les pays scandinaves, qui ont un taux de luminosité extrêmement bas.
Donc, il a été prouvé que les rayons du soleil titillaient justement la rétine de notre œil et envoyaient un message à notre cerveau qui impliquait justement la fabrication, la sécrétion de sérotonine, qui est le neurotransmetteur du bonheur, du bien-être, qui régule justement non seulement notre humeur, mais aussi notre sommeil. Donc oui, aujourd'hui, on peut avancer l'hypothèse que pendant la saison automne-hiver, on est un tout petit peu déprimé, on est plus sujet à ce qu'on appelle la dépression saisonnière. Mais encore une fois, il faut savoir que c'est passager, c'est un état psychologique qui peut durer d'une semaine jusqu'à, si jamais cliniquement le diagnostic est posé, jusqu'à 2 mois, mais ça n'a rien à voir encore une fois avec la dépression qui est justement une maladie. Alors, ok, mais en même temps, cette histoire de sérotonine se retrouve dans les deux, déprime et dépression, parce que quand il y a dépression, souvent il y a des médicaments qui sont pris et ce sont les désinhibiteurs de la capture de sérotonine. Voilà. Donc, c'est un peu le même processus. Est-ce que la déprime, c'est la porte d'entrée à la dépression? C'est une petite dépression? C'est la déprime saisonnière? Pas forcément. Moi, je vous dirais encore une fois que la déprime, c'est un état passager. À quel moment on va devoir s'inquiéter et à quel moment, justement, c'est la porte ouverte à une dépression? Lorsque cet état tend à s'installer et lorsque justement la personne a un inconfort dans son quotidien aussi bien professionnel que personnel, que par rapport à ses loisirs, par rapport aux choses qu'elle fait. Et là, même son entourage va commencer à lui faire des remarques par rapport à son isolement, par rapport à sa prise de poids ou pas. Le sucre, vous en avez parlé, effectivement, c'est plutôt compulsif dans la dépression saisonnière, mais dans la dépression à proprement dite, on peut se retrouver avec une perte de poids sans régime, aussi une prise de poids, mais pas forcément uniquement pour le sucre. On peut être dans une hyperphagie, dans une boulimie, on peut se retrouver avec une palette d'autres diagnostics différentiels à rajouter à la dépression. Donc, juste, il faut faire attention à ces variations d'humeur. Quand on est dans une variation, on est dans la dépression saisonnière. Ça va aujourd'hui, ça va un peu moins demain. Le surlendemain, il y a un peu de soleil, donc on a envie d'être dans une terrasse de café, etc., sortir, acheter, faire du shopping, etc. Quand on est dans la dépression, non. Dans la dépression, il y a une perte de l'élan vital. Il y a une perte justement de l'envie de faire certaines choses que l'on aimait faire auparavant. On sort de moins en moins. Donc on va se retrouver avec des symptômes qui vont toucher aussi bien le côté biologique, à savoir la sérotonine, vous en avez parlé, mais aussi la dopamine parce qu'elles sont liées. On va se retrouver avec des symptômes sur le plan cognitif. La dopamine, c'est-à-dire pour l'énergie? L'énergie, c'est le neurotransmetteur du plaisir aussi. Donc avoir envie de faire certaines choses. Donc les deux sont liés. Donc on va se retrouver avec des éléments sur le plan cognitif, à savoir un ralentissement cognitif. Les gens se plaignent de trous de mémoire, se plaignent d'un manque de concentration, se dévalorisent. C'est la dépression. Tout à fait. Se dévalorisent énormément, peuvent même culpabiliser. On reçoit beaucoup de femmes, justement, en motif de consultation, elles viennent parce qu'elles frappent leur enfant, par exemple. On va avoir beaucoup d'hommes qui viennent consulter parce que justement ça ne va pas dans son travail, ça va pas... On s'en rend pas compte en fait quand on fait une dépression. On s'en rend pas compte. Et c'est justement la première démarche, c'est s'en rendre compte. Et comme c'est une maladie qui est plutôt invisible, très souvent on va passer par un médecin généraliste, on va passer par des analyses, par un scanner, par des radios, etc., etc. On va être dans une certaine errance jusqu'au moment où il y aura un médecin qui va poser le diagnostic et dire écoutez, là c'est une dépression. Mais comme vous dites, soit il y a cette errance médicale, mais en même temps, c'est vrai qu'on a tendance, lorsqu'on définit une maladie dans les émissions ou bien dans la littérature, etc., de donner une série de symptômes. Mais quand on vit la maladie, quelle que soit la maladie, notamment la dépression, on ne va pas vivre tous ces symptômes. Donc c'est pour ça que c'est compliqué un petit peu à définir. En fait, vous l'avez dit dans votre introduction, ce qu'il faut retrouver surtout, c'est une humeur triste. Donc la personne est triste pendant au moins 2 semaines. Là, c'est un premier indicateur. À côté de cela, on va avoir ce que j'ai appelé la perte de l'élan vital, à savoir une perte d'intérêt pour tout ce qui est hobby, pour les choses que la personne aimait faire, ne serait-ce que la cuisine, s'occuper des enfants, etc., des choses du quotidien. Donc, un sport, tout. Donc déjà, si on retrouve ces 2 éléments, on pourrait rajouter la perte de poids, les insomnies ou l'hypersomnie, etc., etc. Mais ces 2 éléments, sur une durée de 2 semaines, avec, encore une fois, une thymie, une humeur qui est extrêmement triste, peut indiquer une dépression. Et ça peut s'installer du jour au lendemain? Il y a toujours des signaux d'alarme, à chaque fois. Ça peut être un épuisement, justement, un épuisement qui est de plus en plus intense. C'est ce qui va pousser les gens à aller consulter un médecin généraliste ou leur médecin habituel. Donc, il va y avoir des choses sur le plan somatique. Donc des troubles musculo-squelettiques, mal au dos, des migraines, des maux de ventre.
il va y avoir une palette justement de symptômes qui ne peuvent pas donner un syndrome, mais au fur et à mesure, on va se retrouver à aller vers la dépression parce qu'au final, quelle que soit l'étiquette, on va retrouver un mal-être. Les personnes parlent d'une vacuité personnelle, d'un sentiment de vide ou d'un mal-être qu'ils n'arrivent pas forcément à expliquer. Alors aujourd'hui, le but de parler de ce sujet avec vous, c'est de parler des symptômes, justement, de la manifestation, la différence entre déprime et dépression. Le volet de la prise en charge n'est pas inclus dans le menu du jour. Par manque de temps, parce qu'on a plusieurs sujets à traiter. Mais voilà, on reviendra une autre fois sur la prise en charge. Mais il nous semblait important de sensibiliser sur ces différences entre petite déprime passagère et véritable dépression nerveuse, parce que c'est un véritable fléau, notamment au Maroc, puisqu'il y a un problème de santé mentale qui est important, et la sonnette d'alarme est souvent tirée par les professionnels de la santé. On va revenir sur les questions des téléspectateurs, si vous le permettez, Camélia, dans un petit moment. Je donne juste la parole à nos deux autres invités. Professeur Masfreoui, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec vous, mais est-ce que la dépression peut être une cause d'infertilité? Est-ce que ça peut retarder la conception d'un bébé? Vous savez, c'est une histoire d'œuf et de la poule, hein, si vous voulez. La dépression est probablement un facteur qui va être secondaire à l'infertilité, parce que le fait de ne pas concevoir, surtout pour la femme, est très mal vécu, puisque souvent il est assimilé à la féminité. Hein. Il y a un grand dilemme en ce qui concerne comment on accepte l'infertilité. Et donc on est dans un cercle vicieux. Et donc la dépression va probablement s'installer secondairement au retard de conception. Mais sur un terrain prédisposé déjà, chez une femme qui est en dépression, qui a fait une dépression? Écoutez, si elle est en dépression, forcément, et Madame l'a très bien dit, on est dans un manque d'envie, donc il y a probablement des conflits qui vont s'installer dans le couple, il n'y a pas le désir sexuel est au plus bas, donc vous imaginez bien que les conditions ne sont pas les meilleures pour concevoir. Absolument. Donc, mais effectivement, la dépression, on sait que les femmes qui sont sous traitement, par exemple, et qui sont en phase dépressive ont probablement moins de chances de voir un enfant arriver qu'une patiente qui est sous traitement et qui est plutôt bien portante sur le plan psychologique. Alors on va en parler dans un moment avec vous, et bien portant sur le plan psychologique au XXIe siècle, ça devient un petit peu compliqué pour les gens. Je pense que vous partagez. Amal, un petit mot sur ce sujet de déprime-dépression? Si on ramène ça à l'école, bien sûr, un enfant qui serait en dépression, bien sûr, il devient vulnérable et donc il peut devenir une cible et potentielle et devenir par la suite victime. Et je rejoins le professeur Sfareoui pour dire que oui, aussi quand un enfant est harcelé, il peut être dans une forme de déprime et de dépression. Donc, mais c'est vrai que pour répondre à votre question, oui, c'est une vulnérabilité. Donc, juste pour ajouter par rapport à ce qu'a dit Amel, la dépression chez l'adulte et chez l'enfant est complètement différente. On va se retrouver beaucoup plus dans l'agitation motrice chez l'enfant, parce qu'encore une fois, son corps est un médiateur, il n'a que son corps pour nous exprimer ses difficultés, et donc il passe à travers l'agressivité, l'irritabilité, et donc il bouge beaucoup, il fait beaucoup de bêtises à la maison, à l'extérieur. Et ça peut devenir un harceleur à l'école. Il y a une identification aussi à l'harceleur ou à l'agresseur. C'est un vaste sujet. Alors, on a des questions de téléspectateurs pour vous, Camélia. La dépression est-elle héréditaire? Très bonne question. Alors, aujourd'hui, effectivement, on parle de pistes biologiques. Le gène de la dépression n'a toujours pas été trouvé. Mais il y a plusieurs recherches épidémiologiques qui ont été faites, et justement dans une famille où la mère ou la tante, etc., ont souffert de dépression, on peut avoir cette vulnérabilité justement dépressive. Donc, un terrain, tout à fait, une prédisposition, des événements de vie. Donc encore une fois, par rapport à la dépression, il y a un peu de biologique, mais il y a aussi de l'environnemental. Il peut y avoir un événement de vie, un décès, une séparation, des difficultés, une retraite, un départ en retraite, etc., qui peuvent révéler cette fragilité, encore une fois, et faire qu'on a souvent des dépressions résistantes, malheureusement, aussi bien à la psychothérapie qu'au traitement médicamenteux. On reviendra également sur ce sujet des dépressions résistantes, parce qu'il y a aujourd'hui notamment des personnes qui sont sous traitement à vie, parce que la dépression est résistante. On reviendra aussi, c'est un sujet important. Merci de soulever, Camélia Zakaria. Alors, dernière question pour vous, doit-on traiter la dépression comme on traite la déprime, nous demande Souad? J'aurais aimé
Tout dépend de la dépression dont parle Souad, mais encore une fois... Et du degré aussi. Du degré. Donc, non, très souvent, pour la dépression, déjà, elle est soignée malheureusement en retard. Vous l'avez dit dans votre introduction, dans certains pays, c'est un problème de santé publique. Donc, il y a des fonds qui sont alloués justement par rapport à la dépression, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui au Maroc. Donc, souvent, on a tendance à banaliser, enfin, les proches ont tendance à banaliser et dire « mais ce n'est qu'une déprime, ça va aller, il faut sortir, etc. etc. » Maintenant, le vécu, il est propre. Le vécu, il est particulier à tout un chacun. Donc, quand c'est une dépression, souvent, on a besoin d'une béquille humaine, à savoir une psychothérapie, et une béquille médicamenteuse. Donc, la dépression, qu'elle puisse se soigner seule, c'est possible. Donc, si la personne est dans la psychologie positive, lit beaucoup, est connectée à son corps, mange sainement, essaie d'enlever toute toxicité de son entourage, aussi bien toxicité relationnelle que toxicité... Mais il faut avoir la lucidité de faire ça. Exactement. Enfin, avoir la conscience. Lorsqu'on fait une dépression, est-ce qu'on a cette lucidité, cette conscience Justement, c'est le médecin, c'est un des médecins dans cette errance médicale qui va informer la personne qu'elle est en dépression. Et là encore, il y a tout un chemin à faire. Donc, aller vers la consultation n'est pas souvent aisé. Et accepter sa dépression, est-ce qu'on l'accepte? Est-ce que les gens acceptent facilement cette révélation? Ou est-ce que c'est considéré comme une maladie mentale? Ce n'est pas une maladie mentale, c'est un état psychologique. C'est ça. Mais encore ça une ne fois, l'est pas. Mais tout ce qui est mental fait peur. Tout ce qui est mental fait peur, exactement, parce qu'encore une fois, on est dans l'ordre de l'invisible. Exact. Maintenant, c'est une maladie qui se traite et qui se soigne très bien quand on la prend en charge précocement. Alors, ça veut dire ne vous faites pas de mal. Tout à fait. Faites-vous aider, c'est le plus important. Merci beaucoup, Camélia Zakaria, d'être avec nous. Et de mettre la lumière sur l'importance de la prise en charge de la dépression, sur l'importance aussi de la reconnaître, l'identifier. Alors là, on va parler d'un autre sujet. On enchaîne cette fois-ci sur le bien-être de nos enfants et de nos adolescents. Je vais y arriver, à tout de suite. Et on en parle avec vous, Amal Hassoun. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes coach scolaire, vous êtes également spécialiste en discipline positive. On va prévenir avec vous le harcèlement scolaire. On va essayer d'abord de l'identifier à travers une définition au cœur d'une école avec un directeur pédagogique qu'on regarde et on revient en studio avec vous. À tout de suite. Pour comprendre le harcèlement scolaire, il est important de bien le définir. Dans la littérature pédagogique, on retrouve souvent l'idée de violence répétée sur une personne en situation de faiblesse. Moi, au niveau pédagogique, j'ai une vision un petit peu plus personnelle dans laquelle c'est toute atteinte à l'intelligence émotionnelle de l'élève de manière durable. Pour les motifs, et je dirais même plus les prétextes du harcèlement scolaire, on retrouve surtout des choses très variées. Ça va de l'apparence physique aux loisirs qui sont différents, ou bien des handicaps, du petit bégaiement, mais aussi des bonnes notes. Le fait d'avoir des bonnes notes peut être un motif de harcèlement scolaire. Au niveau des symptômes, je dirais même plus des signaux d'alerte. C'est ça qui doit permettre de détecter la situation de harcèlement scolaire. On va avoir une désaffection pour l'école, on va avoir de l'isolement, on va avoir des retards chroniques, tout le temps la même matière ou tout le temps le même jour. L'enfant essaie d'échapper à sa séance et on va aussi avoir des absences régulières, des maux de ventre. On dit souvent que les élèves somatisent et donc on va avoir plein de petits signaux d'alerte et du coup on n'y est pas forcément très attentif. On a évoqué cette idée que les signaux d'alerte doivent vraiment nous mettre dans la situation dans laquelle on va pouvoir éviter ce qu'on appelle les conduites déviantes. Alors les conduites déviantes, on peut imaginer effectivement à la drogue ou à des choses de ce genre-là, mais on peut aussi imaginer des tentatives ou des risques de suicide. À mon sens, ce qui peut éviter vraiment toutes les conduites déviantes et les situations de harcèlement scolaire, c'est de développer chez tous les acteurs, que ce soit les élèves, que ce soit les parents ou que ce soit les professionnels, de l'écoute, de la bienveillance et de l'empathie. Donc de l'écoute, de la bienveillance, de l'empathie, mais aussi beaucoup de sensibilisation. Et c'est pour ça qu'on en fait avec vous ce matin. Amal Hassoun, merci encore une fois d'être là. Mais d'abord, on se pose toujours cette question. Pourquoi certains enfants vont-ils être victimes d'autres enfants ? Quand moi je reçois des enfants en situation de harcèlement, c'est vrai qu'il y a une partie, comme on l'a vu dans votre reportage, il y a une partie d'élèves qui portent des signes de différence
ils sont plus grands, plus gros, voilà, ils réussissent plus ou ils sont en difficulté scolaire. Ils ont une personnalité différente. Et donc, cette différence peut devenir une vulnérabilité et ça peut devenir, c'est un facteur de risque. Mais je reçois également des enfants qui, d'apparence, vont très bien et qui pourtant sont victimes du harcèlement. Alors, et je dirais aussi que la cour de récréation est remplie d'élèves qui portent des différences et qui ne sont pas forcément ciblés, enfin, qui ne deviennent pas victimes. Alors, moi, je fais la différence entre être cible, parce qu'on porte une différence, parce qu'on a une vulnérabilité, et devenir victime. Il y a tout un chemin, et ça, personne ne peut savoir quand est-ce qu'un enfant peut devenir une réelle victime. Chacun porte une différence, chacun peut porter. Nous avons tous des différences. Mais dans ce cas-là, ça veut dire quoi si on devait prendre en fait le problème autrement? Est-ce qu'il faut sensibiliser, il faut éduquer à l'acceptation de la différence? Je pense que ça commence par là. Déjà, quand il y a une différence visible, un enfant roux, un enfant gros, un enfant. Si un enfant est sensibilisé par rapport à cette différence et qu'il entretient un rapport à cette différence, un rapport positif. On a des enfants qui sont bien en chair et qui se portent très bien, qui n'ont aucun problème de harcèlement. Il y a des enfants roux et qui vont très bien. Mais ça dépend du rapport qu'on a à cette différence. Soi-même ou le regard des autres? Déjà, bien sûr, soi-même. Et c'est très souvent, ça se construit à travers le regard des autres. Il y a des enfants qui sont plus sensibles au regard des autres. Ça va dépendre de ce qui a été mis en place à la maison et dans la petite enfance. Mais ces enfants-là qui ont cette vulnérabilité, s'ils ont ce facteur de risque, s'ils ne sont pas costauds de l'intérieur, s'ils n'ont pas un rapport positif par rapport à cette différence, ils peuvent devenir une cible et les personnes qu'on va appeler harceleurs, ce sont des personnes qui vont tout de suite détecter cette faille et ils vont s'engouffrer là-dedans parce qu'ils comprennent, ils ont besoin d'être populaires, ils ont d'autres objectifs. C'est quoi les objectifs de l'harceleur? Alors le harceleur, on va dire... Et on parle d'enfants là, hein, oui, vraiment. on parle... Mais c'est ça qui est un peu gênant par rapport à ce sujet, c'est qu'on parle de méchanceté d'enfants. Ouais. Alors, moi, je vais utiliser le mot harceleur pour faire court, mais c'est pas une identité, on est bien d'accord, un enfant peut harceler et voilà, ne pas être un harceleur avec cette étiquette. Un enfant qui harcèle, en général, il est à la recherche d'attention. Il y a deux façons. Quand je reçois des enfants, il y en a qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Ils n'ont pas conscience du mal qu'ils peuvent faire aux autres, parce que tout simplement, ils sont autocentrés, parce que tout le monde, c'est à la mode de mettre une tape sur le dos, mais ils ne se rendent pas compte si l'autre l'accepte ou pas. Et donc ça, c'est une situation où c'est plus facile, sur laquelle il est facile de travailler, c'est ça. Parce que l'enfant, dès qu'il se rend compte, il va se ressaisir et les choses peuvent rentrer dans l'ordre. Le cas où les enfants, et ça existe, des enfants qui sont en recherche de pouvoir. Ils sont en recherche de pouvoir parce que tout simplement, ils pensent que le monde ne fonctionne qu'à travers la violence. Je ne peux que soumettre. Ce sont des enfants en général qui reçoivent de la violence et ils pensent que c'est comme ça que le monde marche. Et là, le problème est beaucoup plus profond. C'est plus profond. Je vais terroriser la classe parce que voilà, c'est comme ça. Je vais donner l'exemple. Je vais prendre le pouvoir sur X et la classe va se calmer. Il y a des enfants qui n'ont pas d'empathie. Ils n'ont pas d'empathie. Ils sont dans une telle souffrance qu'ils ne sont pas capables d'avoir de l'empathie. Il y a des enfants qui sont jaloux. Il y a des enfants qui sont dans la revanche. Il y a quelque chose qui s'est passé en classe. Des fois, c'est des années en arrière. Quand on revient, moi, quand je reçois des enfants, des fois, ils sont en troisième, par exemple, et quand je creuse, c'est un problème qui s'est passé en sixième ou en cinquième et qui n'a pas digéré. Vous voyez, il se venge. Et il se venge. Mais alors, dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut faire de la prévention? Bien sûr. Puisque finalement, les causes sont très différentes. Mais est-ce qu'on peut faire de la prévention à l'école et à la maison?
c'est très important de faire de la prévention. Les écoles qui font de la prévention, ça ne veut pas dire qu'ils vont éradiquer, mais ça veut dire qu'ils vont augmenter le niveau de conscience de la communauté scolaire. Et donc, on va détecter plus facilement, on ne va pas laisser les choses s'envenimer. Et bien sûr, on apprend à gérer aussi les cas de harcèlement. Donc, à l'école, oui, il y a beaucoup de prévention en amont pour dire, travailler sur sur l'empathie, travailler sur les compétences socio-émotionnelles, ça c'est très important. Et aussi dire, si tu es harcelé, voilà à qui t'adresser, comment faire, etc. Quand ils savent que c'est posé, que ce soit la personne qui harcèle ou celle qui... Un cadre est là. Un cadre est là. Et à la maison ? Et à la maison, bien sûr, on sait très bien que, bien sûr, l'éducation est très importante. Si un enfant n'est pas respecté dans son intégrité, un enfant qui est violenté, un enfant qui est humilié, il a plus de risques. Et l'acceptation de la différence. Et ne pas stigmatiser. Sa différence. Moi, je sais que, par exemple, j'avais une élève qui avait une très forte poitrine, par exemple, pour ne penser à elle. Elle était constamment... Surtout que c'est à l'adolescence que ça arrive. Et déjà, j'imagine, cette petite avait déjà du mal avec son physique. Sa sœur l'embêtait par rapport à son physique. Sa mère en remettait une couche. Donc, elle arrivait avec très vulnérable. Donc, elle se cachait. Et donc, bien sûr, une autre l'a vue et voilà, et c'est parti. Bon. Par contre, il y a un travail à faire. C'est quand on fait de la prévention et dans l'établissement, c'est-à-dire que quand on détecte un enfant en situation de harcèlement, qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est de venir comme Zorro et de punir. Eh bien, la punition n'est pas suffisante parce qu'il y a un travail à faire et avec les personnes. Vraiment, de force, c'est-à-dire il y a des thérapies brèves qui peuvent armer, outiller la personne qui se fait harceler et lui donner ses propres moyens, ses propres outils pour se défendre. Parce que quand un adulte vient à sa rescousse sans l'outiller, on lui envoie un message supplémentaire. T'es pas capable, nous sommes là pour te sauver. Alors, on a des questions pour vous, Amel, de la part de nos téléspectateurs, de la part de certains parents qui sont avec nous. On va marquer une courte pause et on revient pour continuer la discussion. À tout de suite. Un sujet, une émission plutôt au cœur de l'actualité de cette saison. Déprime ou dépression, on en a parlé il y a quelques instants avec Camélia Zakaria. Harcèlement scolaire, on continue la discussion. Infertilité, stérilité et mode de vie moderne, on en parle dans un petit moment avec le professeur Amas Frewi. Et vous êtes bien évidemment avec nous sur Média TV dans 11 Ito. Et on démarre notre deuxième partie, sans oublier dans un petit moment, nous irons à la découverte de la formation au premier secours. Et c'est Atman qui testera pour nous cette expérience. Alors, on revient à vous, Amel. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes coach scolaire, spécialiste en discipline positive. Et avec vous, la prévention contre le harcèlement scolaire, vous dites oui, c'est possible et il faut le faire dans les écoles et à la maison. Et nous avons des parents qui posent des questions. Alors, Leïla nous demande comment différencier entre le harcèlement et la taquinerie classique chez les enfants. C'est vrai que c'est important parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas la capacité d'accepter les taquineries. Et dès qu'ils rentrent chez eux, ils disent aux parents « j'ai reçu telle taquinerie », c'est alerte. Voilà, à la maison, tout le monde s'affole. Déjà, quand un enfant vient nous parler, il est important de l'écouter, d'aller jusqu'au bout et de voir justement si c'est des choses qui se répètent. Parce que dans le harcèlement, il y a cette notion de répétition. Si c'est quelque chose qui se répète tous les jours, si ça donne plus envie à l'enfant d'aller à l'école, si l'enfant se sent mal, il faudrait peut-être creuser. Mais c'est aussi important d'apprendre à l'enfant dans sa vie, dans sa sociabilité, d'apprendre à accueillir de la taquinerie, à en faire sans que ce soit que ça reste dans le respect de lui-même et de l'autre. Alors, l'autre question nous vient de Kenza qui nous dit « Le harcèlement sur Internet est-il un nouveau type de harcèlement ?» Alors malheureusement, oui. Et scolaire également. Oui, le harcèlement sur Internet, c'est tout un chapitre et c'est un drame, un nouveau drame, un drame supplémentaire parce que ça se fait en dehors, ça continue en dehors de la maison, de l'école. Et donc, oui, mais ça aussi,
il y a des solutions, il y a des choses à mettre en place en amont et pendant le harcèlement. Franchement, ça, c'est un sujet à part entière. Un sujet aussi, exactement, comme vous dites, à part entière et sur lequel nous reviendrons, si vous le permettez, Amel. Merci beaucoup de faire l'émission ce matin avec nous. On continue bien sûr d'autres discussions. Là, on va essayer Vous connaissez les formations premier secours, Camélia? Oui. Oui, vous avez testé déjà? Tout à fait. Formé? Non, mais j'ai déjà testé. Ok, professeur. Oui, bon, vous, quand même, quelle question, Yasmine? Amel? Oui, dans notre étabbissement scolaire, on en a souvent. Moi, j'ai déjà été formée. Je ne peux pas dire que je suis capable de vous réanimer, mais on en a souvent dans notre établissement scolaire, parce que je travaille dans cet établissement. Eh bien, donc c'est super. Donc vous êtes avertis, en fait, par rapport à vous. J'ai un public, des invités avertis. Par rapport à toutes les personnes qui ont envie d'en savoir un peu plus, eh bien, Atman joue le jeu pour nous. On a testé pour vous les formations premier secours. On regarde. Bonjour Yasmine et bonjour à tous. Que ce soit chez vous, au travail ou encore en vous baladant tranquillement dans un jardin, les accidents du quotidien peuvent arriver partout et à n'importe qui. Heureusement, il existe des gestes très simples pour sauver les personnes en difficulté. Bien entendu, au préalable, il faut être formé. Alors où, comment et pourquoi, c'est ce que nous allons voir tout de suite avec Kalim Hlou, président de l'association Safety Daily Life. Bonjour Kalim, merci de nous recevoir dans ton association Safety Daily Life. Est-ce que tu peux nous parler de l'objectif de cette association? Merci Asman. L'objectif de notre association, c'est de former les citoyens pour les premiers secours qui peuvent les aider dans les accidents qui arrivent dans leur vie quotidienne. On peut bénéficier de cette formation des gestes qui sauvent en s'inscrivant à la page de Facebook de Safety Daily Life. C'est une association à but non lucratif, donc ils peuvent bénéficier de ces formations, bien sûr, gratuitement. Alors, quels sont les principaux gestes qui peuvent sauver et qu'on peut montrer aujourd'hui à nos téléspectateurs qui pourront les aider dans leur quotidien? Donc, il y a 3 gestes qu'on va leur montrer. Le premier geste, c'est le geste de l'étouffement. Le deuxième geste, c'est bien sûr l'inconscient et qui respire. Le troisième geste, bien sûr, c'est pour le massage cardiaque pour quelqu'un qui ne respire pas et qui est inconscient. Alors, Kalim, maintenant, on va étudier le premier geste qui sauve, celui de l'étouffement. Alors, est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu plus? Il y a l'étouffement partiel et l'étouffement grave. Donc, cette personne dans l'étouffement partiel, ce qui se pose, c'est que le corps, quand il est là, et donc la personne tousse. Si on tape avec les mains, les claques, l'objet peut aller vers, bien sûr, la partie de la trachée et bloquer la respiration carrément. C'est pour ça qu'il ne faut ni faire les compressions, ni les claques à ce moment-là. Il faut juste rassurer et bien sûr encourager la personne à tousser pour que le corps étranger sorte. D'accord, alors le deuxième type d'étouffement. Donc le deuxième type d'étouffement ici, c'est l'étouffement complet. C'est l'étouffement grave. Et dans ce cas-là, l'objet, le corps étranger, il se situe à l'intérieur de la trachée. À ce moment-là, ce qu'on doit faire, on doit donner 5 claques et 5 compressions. On prend le poing gauche et on met dessus la paume de la main droite en dessus et on va l'empaumer carrément, comme ça. Voilà. Et puis, on va écarter les coudes comme ceci et puis on fait un mouvement en virgule. 1, 2, et 3, et 4, et 5. Alors, après l'étouffement, on va étudier le deuxième geste qui sauve, qui est celui de la PLS, la position latérale de sécurité. Alors, quand est-ce qu'il faut utiliser la PLS? À quoi ça sert la PLS? C'est pour qu'il ne fasse pas une inhalation. C'est-à-dire, quand il va vomir, le produit de vomission va revenir dans la trachée. Et ça, c'est très grave. Donc, pour éviter cela, on va faire la position de latérale de sécurité. Dans ce cas, je vais porter la main qui est droite, la main droite en angle droit. Et puis, je prends l'autre main comme ceci et je la mets donc de ce côté-là. Puis, je prends le pied, je le rapproche, je plie le genou comme ceci et je vais retourner son genou vers moi. J'appuie avec la main droite, le genou, il va tourner. Ensuite, je viens, je règle sa tête de telle façon, bien sûr, que la bouche regarde vers le bas. Avec le pied gauche, je vais stabiliser la position latérale de sécurité. Et de temps en temps, je lui demande, « Monsieur, est-ce que vous m'entendez ?» Oui, je vous entends. On ne sait jamais qui se réveille. Voilà, il s'est réveillé. Je vous entends. Il s'est réveillé. On va maintenant voir le troisième geste qui sauve,
c'est-à-dire le massage cardiaque lorsque la personne est inconsciente et elle ne respire pas. Tout à fait. Vous entrecroisez les doigts et donc vous tirez un peu. Je verrouille et je sois vertical. Il faut être à une position à 90 degrés par rapport au sol. D'accord? Ouais. Et je plie pas les coudes. C'est tout ton thorax qui vient et descend. 1, 2, 3. Et voilà, vous avez réussi, c'est ouvert. Bravo. Kéline, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Nous avons testé pour vous la formation au premier secours. Chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle activité. Je vous rappelle qu'il est interdit de pratiquer les gestes qui sauvent si vous n'avez pas été formé au préalable, car cela peut être très dangereux pour la personne qui a fait un malaise. Évidemment, le premier réflexe, c'est d'appeler les secours et ensuite d'aller être formé si vous voulez aider vos proches au quotidien. Voilà, donc si jamais vous êtes intéressé par cette formation au premier secours, Dr Karim Lehlou, qui est médecin urgentiste, l'a bien expliqué, c'est une formation qui est gratuite. Vous pouvez contacter l'association Safety Daily Life sur sa page Facebook. Voilà, donc on a le nom qui apparaît au fond de votre écran de télévision. Vous en pensez quoi? C'est important cette formation, Camélia? Tout à fait, de plus en plus. C'est-à-dire, il a très bien dit, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe où, n'importe quel enfant aussi. Exactement, et donc être averti me semble très important. C'est ça. Professeur Amas Frewi, c'est des gestes qui sont faciles à apprendre? Écoutez, la formation au premier secours, c'est quelque chose qui peut durer 1h30 à 2 heures. Donc je pense que consacrer 1h30, 2 heures de son temps pour pouvoir être utile et sauver des vies est quelque chose de très utile. D'ailleurs, je ne connaissais pas du tout cette association. Je suis ravi que ça existe. Et je pense que les gens doivent s'inscrire, s'organiser pour qu'il y ait dans des structures au moins 1 ou 2 personnes qui ont eu dans les entreprises, dans les écoles, exactement. Exactement. Dans votre école, justement, Amel, c'est une formation pour les adultes, les encadrants, ou même pour les enfants? Non, pour les adultes. Pour les encadrants, elle a duré un peu plus parce que nous, c'est pas des médecins. Donc, ça a duré 1 journée. Et c'est vrai que les gestes... Quand vous dites on n'est pas parce que vous devez tout découvrir, en fait. Voilà, on doit comprendre. Les médecins, c'est plus facile pour eux. Je sais que ça dure moins longtemps, mais pour nous, ça a duré toute une journée parce qu'il fallait et comprendre la théorie et passer à la pratique. Et ça ne veut pas dire qu'on est au top, mais c'est vrai que... Et on l'a refait, c'est-à-dire qu'on l'a faite une première fois et là, on va la refaire bientôt. Sauf que je ne savais pas que ça existait gratuitement et je suis ravie de l'apprendre. Eh ben voilà, on vous fait des économies. Merci beaucoup. Allez, on continue. Cette fois-ci, on parle santé. Et pour un peu plus de précision, on parle de santé reproductive parce qu'on parlait de santé aussi avant. On en parle avec vous, professeur Amas Frewi. Vous êtes médecin gynécologue et vous êtes un spécialiste de la question justement. Le point avec vous aujourd'hui sur les causes liées à, on va dire, notre mode de vie moderne, les causes de l'infertilité. D'abord, une petite différenciation s'impose entre infertilité et stérilité. On regarde en images et on revient. Environ un couple sur 6 en âge de procréer sera confronté à des problèmes pour avoir des enfants. Après 40 ans, le taux de réussite chez la femme n'est plus que de 10%. Il est important de faire la différence entre stérilité et infertilité. La stérilité est l'incapacité pour un individu de concevoir un enfant, car l'individu est scientifiquement incapable de se reproduire. L'infertilité, quant à elle, est l'incapacité d'avoir des enfants alors que scientifiquement, l'individu va très bien. Mais au-delà de la science, de plus en plus d'études remettent en cause le mode de vie actuel qui peut affecter la fertilité d'un individu. En effet, les téléphones portables sont souvent rangés dans les poches devant des pantalons et leurs ondes seraient responsables de nuire à la fertilité d'un individu. De plus, le surpoids ou l'extrême maigreur ne favorise pas la fertilité. En effet, une femme peut être sujette à des anomalies sur son cycle menstruel. La cigarette. En effet, si on veut un bébé, il faut mettre une croix sur le tabac, pendant la grossesse, mais surtout bien avant. Le stress. Vivre dans un environnement stressant ne favorise pas la conception d'un enfant et peut engendrer des dérèglements hormonaux. Au final, il peut exister une multitude de causes qui pourraient nuire à la fertilité. Mais ne vous inquiétez pas, il en existe aussi une multitude qui pourrait justifier la présence d'un beau bébé.
Alors, on a quand même l'impression, professeur Amas Frioui, que ce sont surtout les femmes qui sont touchées par ce nouveau mode de vie, par ses conséquences. Est-ce que c'est vrai ou pas? Pas du tout, et vous faites bien de poser la question. On se rend compte que, bien au contraire, l'homme est plus une victime des nouveaux modes de vie, parce qu'aujourd'hui, on comprend mieux la manière de l'homme de se reproduire. On a longtemps focalisé sur l'aspect quantitatif du sperme, par exemple, et qu'un homme était identifié comme fertile à partir du moment où son spermogramme ou son analyse du sperme était normale ou subnormale. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Et votre reportage l'a très bien dit, il y a aujourd'hui beaucoup de facteurs qui influencent aussi bien la fertilité de la femme, mais aussi et beaucoup la fertilité de l'homme. On a parlé du tabac, on sait que les dégâts sont énormes du tabac chez la femme, mais ils sont d'autant plus importants chez l'homme, parce qu'on sait aujourd'hui que ça engendre des dégâts génétiques, des dégâts sur l'ADN du spermatozoïde. Vous savez que nous portons tous dans chaque cellule un capital génétique, et ce capital génétique est extrêmement important. Il y a une ADN, et cet ADN peut se fragmenter à l'intérieur des spermatozoïdes, ou voire même, puisque c'est sous forme d'hélice, on sait que l'ADN qui porte les chromosomes est sous forme d'hélice, et ben, ces hélices vont se relâcher, si vous voulez, on appelle ça de la décondensation. Et c'est des sources de problèmes chez l'homme. Il peut devenir infertile, non pas stérile. Je pense que la nuance est importante. Et voire même une cause d'échec des thérapies, des traitements qu'on peut réaliser chez ces couples. À cause du tabac. À cause du tabac. Il y a aussi les problèmes de poids. On sait que ça soit l'excès de poids chez l'homme ou chez la femme, ou l'excès de maigreur, peuvent, de par les problèmes hormonaux que ça engendre, chez la femme, peuvent entraîner des problèmes d'ovulation, donc une mauvaise qualité d'ovulation, donc peut être source d'infertilité, et aussi chez l'homme, par une mauvaise qualité des spermatozoïdes et du sperme. Donc ça, c'est pour ne parler que du tabac et d'excès de poids. Et pour le téléphone ? Est-ce que Écoutez, c'est vrai ? à ce jour, parce qu'il faut donner des messages assez clairs à vos téléspectateurs et téléspectatrices, on sait que ça engendre des dégâts, mais le lien de cause à effet n'est pas encore établi de façon certaine. Donc on ne va pas quand même donner des informations qui ne sont pas tout à fait justes. Le téléphone portable va probablement envoyer des ondes qui peuvent être nuisibles, mais jusqu'à quel stade elles vont engendrer des problèmes d'infertilité, l'évidence n'est pas encore établie. Il y a des choses qui sont aussi importantes, si ce n'est plus, puisqu'on parle de mode de vie, on parle de cette vie moderne. Aujourd'hui, les femmes focalisent beaucoup sur leur travail, sur leurs études. Tout ça, c'est des années. Et donc, on va parler de l'âge. Aujourd'hui, tous les pays, et même au Maroc, on constate un vieillissement, guillemets, de l'âge du mariage. Et malheureusement, il faut savoir que s'il y a un élément extrêmement important qui va conditionner les chances d'avoir un enfant, c'est l'âge. Eh ben, détrompez-vous, non pas seulement l'âge de la femme, mais aussi l'âge de l'homme. Parce qu'on a toujours pensé qu'un homme pouvait avoir un enfant à n'importe quel âge. Oui, il suffisait qu'il le décide. Tout à fait. Aujourd'hui, on a nous-mêmes publié un papier sur une très belle revue anglophone qui fait aujourd'hui référence, où on a analysé la qualité du sperme en fonction de l'âge chez les couples qui étaient en cours de fécondation in vitro. Et on a constaté de façon significative une baisse des chances de grossesse liées à l'âge de l'homme, mais aussi en augmentation des taux de fausses couches. Plus l'homme sera à un âge avancé, plus sa femme aura des risques de faire plus de fausses couches. Même si elle est plus jeune que lui. Même si elle est plus jeune, parce qu'il y a le facteur masculin qui va intervenir. Donc ça, c'est juste pour rassurer mesdames. L'homme doit savoir aussi que s'il a la possibilité d'avoir un enfant plus jeune, qu'il le fasse. Il ne faut pas oublier que les années 68 notamment et l'apparition de la pilule a donné l'impression aux femmes, c'était important parce que ça a fait on a différencié la sexualité
de la procréation. Alors pendant des siècles, sexualité était allée de pair avec la procréation et la pilule ou la contraception de façon générale est venue scinder ces deux. C'est quelque chose d'important, mais elle a aussi donné l'impression aux femmes qu'elles peuvent contrôler les naissances, sauf que l'âge a un impact. Donc, moi, mais je dis aux aujourd'hui, femmes... plus que jamais, pardon professeur de vous interrompre, aujourd'hui plus que jamais, cette histoire d'âge a du mal à rentrer dans la tête des femmes actuellement parce que aujourd'hui, quand on dit à une femme de 35 ans, dans sa tête, elle est extrêmement jeune, mais parce qu'elle est très jeune. Mais il n'y a pas cette adéquation entre âge et biologie. Voilà. Et biologie, c'est ce que je dis. Hein. Des fois, les femmes nous regardent avec 4 yeux. Quand on leur dit, madame, vous avez 36 ans, elle vous dit, oui, 36 ans est extrêmement jeune, mais malheureusement, et ça c'est une fatalité sur laquelle on ne peut pas intervenir, l'âge ovarien, il est beaucoup plus accéléré. On sait aujourd'hui, c'est une preuve, c'est une évidence de très haut niveau sur le plan médical. À partir de 35 ans, il y a forcément un déclin de la fertilité chez la femme. Donc c'est pour ça que je dis aux femmes aujourd'hui, quand elles se marient, elles nous disent oui, je veux une contraception. C'est important de discuter. Vous évoquez le sujet avec vos patients, bien sûr, madame, docteur ? c'est important. En plus que je suis un peu avisé par la chose. Quand elle a 32, 33 ans, j'essaie de voir un petit peu ses projets. Si elle vient pour une contraception, elle vient aussi pour un conseil médical. Je ne vais pas lui dire, madame, mettez un stérilet, vous pouvez revenir dans 5 ans, parce qu'entre-temps, vous avez votre doctorat à faire, etc., etc. Vous avez votre maison à acheter. Elles ont le droit d'attendre. Bien sûr. Mais je leur dis, madame, un enfant se fait aujourd'hui, surtout quand on peut, plus que quand on veut, surtout qu'aujourd'hui, il y a un réel déclin. Il vous est arrivé de changer les perspectives de ces couples ? Assez souvent, madame, très, très honnêtement. Surtout pour une femme qui a déjà eu un enfant. La question se pose plus dans cette subtilité. Elle a 35, 36 ans, elle vous dit non, moi, je suis dans les couches, je vais attendre 3-4 ans, ne parlez pas d'un enfant que dans 3-4 ans. J'ai écouté, madame, les choses sont claires, vous avez 36 ans. Il faut vous dire que si vous avez eu un enfant à 34-35 ans assez facilement, il n'est pas certain que vous ayez la même facilité pour avoir cet enfant à 38 ou à 39 ans. Donc, il faudrait réfléchir. Probablement attendre 1-2 ans. On ne va pas dire aux femmes, allez, dans les 3-4 mois qui suivent, refaites un enfant. C'est clair que c'est impensable. Mais c'est quand même aujourd'hui important d'éclairer les femmes et de leur dire, voilà, il faut savoir malheureusement qu'il y a une épée de Damoclès. Elle est ce qu'elle est, mais bon, ce qui est rassurant, c'est que l'homme aussi, on a prouvé qu'il l'avait, mais que probablement, si on doit prendre un âge un petit peu, si vous voulez, un cut-off, comme on dit sur le plan médical, 35 ans me semble un âge où il faut souvent se presser pour avoir un enfant, bien sûr, si elles sont dans un projet marital et si elles souhaitent réellement avoir un enfant. Absolument. Un petit mot, Amal, par rapport à ce sujet ? J'en apprends parce que je ne savais pas que pour les hommes aussi, il y avait cette épée Damoclès quelque part. Je pensais qu'il y avait cette injustice. Et je me dis, c'est dommage que la science n'arrive pas quand même à faire reculer cette échéance, que ce soit pour l'homme ou la femme, parce que 35 ans, c'est voilà, 35 ans, c'est jeune, on est en plein projet de la vie, il faut avoir trouvé le bon partenaire. Surtout, si je puis me permettre, quand on voit des stars, avoir des enfants à 47 ans, des jumeaux, etc. Donc c'est l'autre revers. Oui, si je peux répondre déjà à la question de madame par rapport au rajeunissement ovarien. Il y a aujourd'hui des travaux qui sont, rassurez-vous, on est en train d'y travailler. Aujourd'hui, on peut prélever une partie de l'ovaire, d'un des ovaires de la femme, le congeler et puis le remettre avec des ovules qui sont... C'est éthique ? C'est éthique, bien sûr. Même c'est éthique à partir du moment. Écoutez, c'est toujours à l'étape expérimentale, mais je ne vois pas où l'éthique va intervenir à partir du moment où il faut... bien sûr, il y a un âge limite pour le faire. Ce n'est pas 50 ans, comme vous dites, parce que là, on est dans des projets différents
qui ne se font pas du tout au Maroc, qui sont interdits par la loi. On est dans le don d'ovules et là, éthiquement, ça pose effectivement des soucis. Mais pour le fragment d'ovaire et sa réimplantation chez la femme, ce sont ces ovules. Surtout, ça se fait aussi dans le cadre de la préservation de la fertilité. Aujourd'hui, vous savez que le cancer, de par les thérapeutiques, se traite très bien, notamment le cancer du sein, qui est épidémique au niveau mondial. Mais malheureusement, puisqu'on doit penser en termes de qualité de vie, parce que traiter le cancer doit aller de pair avec une bonne qualité de vie, et qui dit qualité de vie dit fertilité. Donc on peut préserver la fertilité chez ces femmes, et on va dans le sens où on veut prélever une partie de l'ovaire, la congeler. Une fois que la femme est guérie, on replante ou réimplante ces fragments d'ovaire qui va fonctionner plus ou moins normalement. Donc c'est vraiment révolutionnaire aujourd'hui. Et ça ouvre des voies de... Alors, on me dit qu'il nous reste le temps pour une seule question des téléspectateurs. Nous allons poser celle de Madame Fouzia qui nous demande est-ce que l'on est stérile ou est-ce qu'on le devient ? Écoutez, parfois on est stérile dans certaines conditions et parfois on le devient. Il y a des causes de stérilité dès le départ, des femmes qui ne naissent sans utérus. C'est des femmes qui sont définitivement stériles, bien qu'aujourd'hui on parle de greffe d'utérus, donc il y a aussi des chemins d'espoir là-dessus. Et certaines femmes vont devenir très vite stériles parce qu'elles ne vont plus avoir d'ovules, par exemple. Merci beaucoup, professeur Amas Frewi, d'avoir été avec nous. Merci, mesdames. Merci à Kamelia Zakaria, psychologue clinicienne, Amal Hassoun, coach, et merci à Atman d'avoir testé pour nous les formations de premier secours, et merci aussi au Dr Karim Lahlou d'avoir reçu notre équipe. Je vous remercie pour votre fidélité et je remercie également toute l'équipe et à très très vite. Au revoir.